Il existe des histoires qui dérangent parce qu'elles ne se laissent pas enfermer dans une seule vérité. Des récits où la frontière entre le réel et la croyance reste floue, mouvante, inconfortable. Et l'histoire que vous allez entendre ce soir fait partie de celle-là. Au cœur du XXe siècle, dans une Grande-Bretagne moderne, en guerre rationnelle, une femme ordinaire va être arrêtée, jugée et emprisonnée pour sorcellerie. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge, pas dans un village isolé, mais en pleine Seconde Guerre mondiale. Cette femme ne portait ni robe rituelle, ni symbole occulte. Elle ne se présentait pas comme une prophétesse, ni comme une révolutionnaire. Elle recevait des gens dans des pièces sombres, parlait doucement, fermait les yeux, et affirmait pouvoir communiquer avec les morts. Était-elle une fraude, une croyante sincère, une manipulatrice, ou simplement une femme broyée par une époque qui ne supportait plus l'ambiguïté? Son nom était Hélène Duncan. Et son histoire pose une question dérangeante. Que fait un État lorsqu'il ne peut ni prouver, ni comprendre, mais qu'il craint malgré tout? Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le récit d'une médium controversée, c'est l'histoire d'un affrontement entre la foi et la raison, entre le besoin humain de croire et la peur institutionnelle de perdre le contrôle. Une histoire où le plus inquiétant n'est peut-être pas ce qui se passait dans l'obscurité des séances, mais ce que la lumière du pouvoir a décidé d'y voir. À la fin du 19e siècle, l'Écosse n'a pas encore basculé dans la modernité. Le temps y est lourd, étiré, rythmé par les saisons, la religion et le travail. Dans les villages, la vie suit des règles anciennes, transmises sans être questionnées. On est dans une condition, on y reste, et l'on apprend très tôt à ne pas trop s'écarter du chemin. C'est dans ce monde que naît en 1897 Victoria Helen Macfarland, dans la petite ville de Callander, un endroit paisible en apparence, bordé de collines et traversé par une rivière lente où les maisons de pierre se ressemblent toutes et où chacun sait exactement ce que l'on attend de lui. Ici, on ne cherche pas à se distinguer, on cherche à tenir, à survivre. Son père, Archibald, est un homme de labeur. Il travaille le bois, pose des ardoises, accepte les tâches que la saison impose. Ses mains sont marquées, son dos fatigué, mais son rôle est clair: subvenir aux besoins de sa famille. Sa mère, Isabella, incarne l'ordre domestique et moral. Elle élève ses enfants dans une foi presbytérienne stricte, où Dieu observe tout, où la discipline est une vertu et où toute forme d'écart est perçue comme un danger. Dans cette maison, la vie est simple. Les journées sont longues, les paroles sont mesurées, les émotions contenues. Il n'y a pas de place pour l'excès, encore moins pour l'étrange. Et pourtant, très tôt, Hélène semble ne pas tout à fait appartenir à ce cadre. Enfant, elle n'est ni turbulente ni provocante. Elle ne cherche pas à attirer l'attention. C'est justement cela qui trouble. Elle se tient souvent à l'écart, silencieuse, le regard absent, comme si son esprit glissait ailleurs sans prévenir. À l'école, elle écoute sans écouter. Son regard se perd dans des angles vides de la pièce, dans des espaces que personne d'autre ne semble remarquer. Par moments, elle se fige. À d'autres, elle parle soudainement, prononçant des phrases qui paraissent déplacées, comme si elle répondait à une question que personne n'a posée. Certains camarades racontent plus tard qu'elle évoquait des événements avant qu'ils ne surviennent, des malheurs, des accidents, des sensations de danger. D'autres disent simplement qu'ils se sentaient mal à l'aise en sa présence, sans pouvoir expliquer réellement pourquoi. Les enseignants tentent de la recadrer. Ils parlent de distraction, d'indiscipline, de manque de concentration, mais Hélène ne semble pas désobéir volontairement. Elle donne plutôt l'impression d'être traversée par quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, comme si son attention se fragmentait entre le monde visible et un autre plus diffus, plus intérieur. Les autres enfants le sentent, ils chuchotent, ils l'évitent. Certains la regardent avec une crainte instinctive, primitive, celle que l'on ressent face à ce que l'on ne comprend pas. Hélène devient peu à peu une figure à part, ni rejetée ouvertement, ni véritablement acceptée. À la maison, sa mère observe ses comportements avec une inquiétude croissante. Isabella connaît le poids des croyances anciennes. Elle sait que, même si les lois contre la sorcellerie ont disparu, la peur de l'invisible reste profondément ancrée dans la culture écossaise. Les récits de seconde vue, de visions, de pressentiments circulent encore, murmurés à voix basse, comme des choses que l'on ne doit pas nommer trop fort. Isabella ne voit pas une élue en sa fille, elle voit une enfant vulnérable, une enfant qui risque de s'égarer. Elle l'encourage alors à prier davantage, à rester silencieuse, à ne pas parler de ses sensations, à garder les pieds sur la terre que Dieu a donnée aux hommes. Mais Hélène, malgré ses efforts, n'arrive pas à faire taire ce qui bouillonne en elle. La nuit,
Les rêves commencent, des rêves étranges, précis, troublants. Un soir, elle se réveille avec la certitude qu'on l'a touchée, pas dans un sens violent ni menaçant, mais avec une présence indéniable, comme si une main invisible avait traversé le sommeil pour l'effleurer. Elle en parle à sa mère, encore tremblante, cherchant une explication, un réconfort. Isabella refuse d'entendre. Elle balaie l'histoire presque brutalement. Non pas par cruauté, mais par peur. Une peur ancienne, transmise de génération en génération. Celle de ce qui échappe à la foi orthodoxe, de ce qui ne peut être contrôlé. Pour Hélène, ce moment marque quelque chose de profond. Le souvenir s'ancre en elle et il ne la quittera plus jamais. Les années passent et le décalage s'accentue. À l'école, Hélène semble parfois agitée sans raison, comme traversée par une tension invisible. D'autres fois, elle devient étrangement calme, absent, presque détachée de ce qui l'entoure. Elle parle de pressentiments, d'un malaise diffus, d'une sensation que quelque chose approche. Les autres enfants se sentent mal à l'aise. Les enseignants la reprennent. Personne ne cherche à comprendre ce qui se passe réellement. À cette époque, on ne parle ni de psychologie, ni de troubles intérieurs. Un enfant qui sort du cadre doit rentrer dans le rang ou disparaître des radars. À 12 ans, Hélène quitte l'école. Comme beaucoup d'enfants issus de familles ouvrières, elle n'a pas le luxe de poursuivre des études. Son avenir est déjà tracé. Travailler, aider, contribuer. Elle ne proteste pas. Elle semble presque soulagée de quitter un endroit où elle n'a jamais trouvé sa place. Elle entre alors dans un univers bien plus rude que celui de l'enfance. Elle commence à travailler dans un environnement lié à l'hôpital royal de Dundee. Pour une jeune fille issue d'une petite ville, le choc est immense. Le bâtiment est vaste, bruyant, saturé d'odeurs d'antiseptiques, de linge chaud et de maladies. Les couloirs résonnent de pas pressés, de chariots métalliques, de murmures inquiets. Et Hélène, ici, n'est qu'une employée parmi d'autres. Elle nettoie, transporte, assiste. Mais elle observe surtout. Et ce qu'elle voit marque un tournant. La mort n'est plus une idée abstraite. Elle est là, quotidienne, omniprésente. Des ouvriers arrivent brisés par les machines industrielles. Des enfants succombent à des infections. Des vieillards respirent difficilement, leurs poumons usés par des années de charbon. Les familles attendent, prient, espèrent, et parfois elles repartent seules. Hélène voit les corps immobiles, elle entend les pleurs étouffés, elle ressent ce silence lourd qui s'installe après un dernier souffle. À force de côtoyer ces scènes, quelque chose change en elle. La frontière entre la vie et la mort lui paraît moins nette, moins absolue. Dans les longs couloirs faiblement éclairés, surtout la nuit, elle ressent parfois une étrange impression. Un frôlement, une présence, peut-être que c'est seulement la fatigue, peut-être autre chose. Elle n'en parle pas, elle garde tout pour elle. Le monde extérieur, lui aussi, commence à trembler. L'Europe se dirige lentement vers la guerre. Les familles vivent dans la précarité. Le travail épuise les corps. Hélène rentre chez elle chaque soir, lasse, mais docile, et dans sa mère, accomplissant les tâches attendues d'elle. Mais à l'intérieur, quelque chose persiste. La nuit, lorsque la maison s'endort, lorsqu'il ne reste plus que le vent contre les murs et le souffle régulier des dormeurs, cette sensation revient. Une impression d'être observé, d'être accompagné. Ce n'est pas une peur franche, mais plutôt une certitude diffuse, comme si quelque chose attendait qu'elle soit prête. Hélène ne sait pas encore ce que cela signifie. Elle ne parle pas de don, elle ne se pense pas spéciale. Elle sent simplement que sa vie ne suit pas exactement la trajectoire des autres. Et sans le savoir, elle se tient déjà au bord d'un chemin qui l'éloignera irrémédiablement du monde ordinaire. Un chemin fait d'espoir, de croyances, de controverses, et plus tard, de tragédie. Lorsqu'Hélène entre dans l'âge adulte, le monde autour d'elle cesse d'avancer lentement. Il se met à trembler. Les tensions politiques qui couvaient depuis des années finissent par éclater et l'Europe bascule dans une violence que personne n'avait véritablement anticipée. La guerre n'arrive pas comme un orage soudain, elle s'installe progressivement, s'infiltrant dans les conversations, dans les journaux, dans les silences des foyers. Dans les villes et les villages d'Écosse, les hommes partent, certains avec enthousiasme, d'autres avec résignation. Beaucoup ne reviendront jamais. Les familles s'habituent à attendre des lettres, à compter les jours, à redouter l'ultime télégramme. Pour Hélène, qui a déjà côtoyé la mort dans les couloirs de l'hôpital, la guerre ne fait que rendre visible une réalité qu'elle a appris trop tôt à reconnaître. Les blessés affluent, les corps mutilés, les visages figés par le choc. Les salles se remplissent de souffrance, mais aussi d'un autre sentiment, plus insidieux, l'incompréhension. Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Pourquoi ainsi? La science progresse, mais elle ne console pas. La religion offre des mots, mais parfois trop éloignés de la douleur intime. Entre les deux, un vide se creuse, et dans ce vide, une question revient sans cesse, obsédante. Est-ce vraiment la fin? Hélène continue de travailler, d'observer, de se taire. Elle ne se distingue pas, elle ne cherche pas à interpréter ce qu'elle ressent.
pourtant, chaque décès qu'elle voit laisse une empreinte, pas seulement dans sa mémoire, mais dans son corps, dans sa respiration, dans sa façon d'écouter le silence après la mort. Elle remarque alors quelque chose que peu de gens osent formuler. Ce n'est pas seulement la perte qui fait souffrir les familles, c'est l'absence de réponse, le fait de ne jamais savoir, de ne jamais entendre une dernière parole, de ne jamais être sûr que l'être aimé a trouvé la paix. Ces pensées l'accompagnent lorsqu'elle quitte l'hôpital, lorsqu'elle rentre chez elle dans des rues assombries par les restrictions et l'inquiétude. Le monde semble plus étroit, plus fragile, et pourtant, paradoxalement, quelque chose en elle s'élargit. C'est aussi durant cette période qu'elle se marie. En 1916, Hélène épouse Henry Duncan, un homme simple, travailleur, marqué par son propre passage par la guerre. Il n'est ni mystique, ni rêveur. Il incarne une forme de stabilité tranquille, presque terre à terre. Là où Hélène porte en elle des zones floues et mouvantes, Henry apporte une présence constante, plutôt rassurante. Il ne cherche pas à comprendre ce qui traverse sa femme, il ne la ridiculise pas non plus, il accepte. Et cette acceptation silencieuse est peut-être l'un des premiers espaces où Hélène peut exister sans avoir à se justifier. Mais la vie conjugale n'apporte pas la paix espérée. Hélène tombe enceinte à de nombreuses reprises, 12 fois au total, et à chaque fois, l'espoir renaît. À chaque fois, la possibilité d'une vie stable, ordinaire, presque banale. Mais la réalité est cruelle. 6 de ses enfants meurent, certains peu après la naissance, d'autres avant même d'avoir eu une chance de respirer longtemps. Ces pertes ne font pas de bruit. Il n'y a pas de cris, pas de scandale. À cette époque, la mortalité infantile est tragiquement courante. Les femmes pleurent en silence, elles reprennent le travail, elles continuent d'avancer. Hélène fait comme les autres. Elle cuisine, elle nettoie, elle s'occupe de ses enfants survivants. Mais à l'intérieur, chaque absence creuse un espace. Chaque enfant perdu devient une présence silencieuse, un souvenir qui ne s'efface pas. Pour une femme déjà habitée par l'idée que la mort n'est peut-être pas une frontière définitive, ces pertes prennent une dimension particulière. La question n'est plus seulement intellectuelle, elle est viscérale. Où vont-ils? Sont-ils vraiment partis? Ou est-ce simplement que l'on ne sait plus comment les percevoir? Hélène ne formule pas encore ses pensées à voix haute, mais elle l'accompagne, jour après jour. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle travaille dans une usine de blanchiment. Un lieu dur, bruyant, saturé de produits chimiques. Les journées sont longues, le travail est éprouvant. Son corps fatigue, sa peau s'irrite, mais elle tient. Comme tant d'autres femmes de sa condition, elle n'a pas le choix. Et pourtant, malgré l'épuisement, malgré la routine écrasante, quelque chose continue encore de se manifester dans les moments de calme. Tard le soir, très tôt le matin, une sensation familière, une impression de présence, comme si le silence autour d'elle n'était jamais totalement vide. C'est dans ce contexte, fait de deuil personnel et de perte collective, que quelque chose commence à se transformer. Les premières rencontres ont lieu, discrètement. D'abord des voisins, puis des connaissances, des femmes endeuillées, des hommes revenus du front, hantés par ce qu'ils ont vu. On se réunit dans des pièces modestes. Les rideaux sont tirés, les lumières baissées. On parle à voix basse, on évoque les absents. On cherche un signe, une confirmation, un espoir, aussi fragile soit-il. Hélène ne se présente pas comme une médium. Elle ne promet rien. Elle s'assoit et elle écoute. Elle ferme parfois les yeux et dans cette immobilité, dans cette attention profonde, les autres ressentent quelque chose. Un apaisement, une impression de proximité, une présence qui semble répondre à leur attente. Peut-être est-ce une illusion, peut-être est-ce le pouvoir de la suggestion, peut-être est-ce simplement le besoin humain de croire que l'amour ne disparaît pas avec la mort. Mais pour ceux qui sont là, cela suffit. Hélène, sans l'avoir décidé consciemment, commence à occuper un rôle, celui de l'intermédiaire. Non pas entre les vivants et les morts de manière spectaculaire, mais entre la douleur et le réconfort, entre le silence et la possibilité d'un sens. Elle ne sait pas encore où cela l'amènera. Elle ne sait pas encore que ce chemin, né de la guerre, du deuil et du besoin de réponse, va l'entraîner bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Mais déjà, le monde autour d'elle change de regard. Et l'invisible, autrefois simple murmure intérieur, commence lentement à prendre forme. Les premières réunions ne ressemblent pas encore à ce que l'on appellera plus tard des séances. Elles sont modestes, presque anodines. Quelques chaises disposées dans une pièce étroite. Une lampe à pétrole dont la lumière vacille doucement contre les murs. Des visages fatigués marqués par la perte, par l'attente, par ce besoin de comprendre ce qui ne peut être expliqué. Hélène ne s'impose pas, elle ne dirige pas. Elle n'annonce rien, elle est simplement là, présente,
silencieuse, et cette présence suffit souvent à créer un changement imperceptible dans l'atmosphère. Les conversations ralentissent, les voix se font plus basses, les respirations s'accordent. Lorsqu'elle ferme les yeux, ce n'est pas un geste théâtral, c'est un abandon, un relâchement progressif. Son corps semble s'alourdir, comme si elle se retirait doucement du monde immédiat. Ceux qui l'observent parlent d'un calme étrange, d'une impression que la pièce se resserre autour d'elle, non pas physiquement, mais émotionnellement. Hélène sent quelque chose se produire, une familiarité, une sensation déjà connue depuis l'enfance, depuis les rêves, depuis les couloirs de l'hôpital. Mais cette fois, elle n'est pas seule à la ressentir. D'autres l'aperçoivent aussi, chacun à leur manière. Un frisson, une chaleur soudaine, une impression d'être observée, non pas avec menace, mais avec attention. Dans ces moments, Hélène parle parfois. Sa voix change légèrement. Elle devient plus lente, plus grave, presque détachée de son timbre habituel. Elle prononce des mots simples, des prénoms, des fragments de phrases. Rien de spectaculaire, rien qui ressemble à une mise en scène. Et pourtant, pour certains, cela suffit à provoquer une émotion profonde. Une femme en deuil croit reconnaître la voix de son enfant disparu. Un homme jure avoir senti une main se poser sur son épaule. D'autres disent simplement qu'ils se sentent apaisés, comme si une tension ancienne venait de se relâcher. Hélène ne confirme pas, elle ne nie pas non plus, elle ne prétend pas savoir d'où viennent ses impressions. Elle ne cherche pas à convaincre, elle se contente d'être là, au centre de ces silences chargés de sens. Progressivement, ces réunions deviennent plus régulières. Le bouche à oreille fonctionne à voix basse. On ne parle pas de prodige, on parle de réconfort, de nuits enfin paisibles, d'un sommeil retrouvé, d'une douleur un peu moins lourde à porter. Henri, lui, observe tout cela avec prudence. Il ne comprend pas ce qui se passe exactement, mais il voit l'effet sur sa femme. Pour la première fois depuis longtemps, Hélène semble habitée par autre chose que la fatigue et le chagrin. Elle paraît ancrée, comme si ce rôle, aussi flou soit-il, donnait une direction à ce qu'il a toujours traversé. Les séances se déplacent. Elles ont lieu dans d'autres maisons, d'autres quartiers, toujours discrètement, toujours dans des pièces fermées au monde extérieur. Des rideaux tirés, la lumière réduite, le silence presque sacré. C'est dans ces conditions que quelque chose de nouveau apparaît. Lors de certaines transes plus profondes, des témoins affirment voir une substance blanche émerger lentement de la bouche d'Hélène. D'abord fine, presque vaporeuse, puis plus dense, comme un tissu humide qui se déploie avec lenteur. La matière semble bouger d'elle-même, se former, se transformer. Certains y voient une manifestation de ce que les spiritualistes appellent l'ectoplasme, une matière supposément issue du corps du médium, servant de lien entre le monde des vivants et celui des morts. D'autres restent silencieux, incapables de formuler ce qu'ils voient. Hélène, elle, ressort de ses transes épuisée, vidée, parfois incapable de se souvenir précisément de ce qui s'est produit. Elle souffre de maux de tête, de faiblesse soudaine, mais elle ne remet pas en question ce qu'elle vit. Elle a le sentiment profond que quelque chose s'exprime à travers elle, même si elle n'en comprend pas les mécanismes. À cette époque, le spiritualisme n'est pas marginal. Il est ancré dans la culture britannique depuis l'ère victorienne. Les salons ont longtemps accueilli médiums et tables tournantes, mais après la guerre, ce mouvement prend une dimension nouvelle. Il n'est plus un divertissement mondain, il devient une nécessité émotionnelle. Hélène s'inscrit dans ce courant sans jamais chercher à en devenir une figure centrale. Elle n'écrit pas, elle ne donne pas de conférences, elle ne se met pas en scène, et c'est précisément cette simplicité qui renforce la croyance de ceux qui viennent à elle. Il ne voit pas là une actrice, il voit une femme ordinaire, traversée par quelque chose qui la dépasse. Peu à peu, les séances prennent une forme plus structurée. Hélène s'assoit, souvent dans un coin de la pièce. Elle respire lentement, ses épaules s'affaissent, le silence devient presque palpable. Certains disent ressentir une baisse de température. D'autres parlent d'une lourdeur dans l'air, comme on pourrait le ressentir avant un orage. Et toujours après le départ des invités, lorsque la pièce se vide, Hélène ressent autre chose, une sensation persistante, comme si quelque chose restait derrière, une présence qui ne se dissipe pas immédiatement. Parfois, alors qu'elle range la pièce ou qu'elle s'assoit seule, elle entend un bruit léger, un froissement, comme un tissu que l'on ajuste dans l'ombre. Ce son ne la terrifie pas, il l'intrigue. Il lui rappelle les rêves de son enfance, cette impression d'être toujours accompagnée sans jamais voir. Hélène commence à comprendre que ce qu'elle vit ne s'arrêtera pas à ses murs. Sa réputation, encore fragile, commence à dépasser son cercle proche.
Si certains doutent, beaucoup reviennent. Et ceux qui reviennent amènent d'autres personnes. Des familles, des inconnus, des gens prêts à parcourir plusieurs kilomètres pour quelques minutes dans cette pénombre silencieuse. Sans l'avoir cherché, Hélène Duncan est en train de devenir quelque chose de plus qu'une femme endeuillée parmi d'autres. Elle devient un point de convergence, un lieu de projection, un espoir fragile. Mais cet espoir vient aussi d'autre chose, une attention nouvelle, un regard extérieur plus curieux, plus méfiant. Car partout où la croyance s'installe, le doute n'est jamais loin. Et déjà dans l'ombre des lampes tamisées, certains observent, non pas pour être consolés, mais pour comprendre ou pour démasquer. Hélène ne le sait pas encore, mais le chemin qu'elle a commencé à emprunter l'amène lentement hors de l'intimité des salons privés et vers une lumière bien plus crue, une lumière qui ne pardonne rien. À mesure que les années passent, les réunions discrètes cessent d'être vraiment secrètes. Les murmures quittent les salons privés pour se propager plus loin, portés par ceux qui ont trouvé un apaisement là où ils ne l'attendaient plus. On ne parle toujours pas de miracle, on parle d'expérience, de sensations, d'un calme retrouvé après des nuits trop longues. Hélène commence à se déplacer. Elle accepte des invitations dans d'autres quartiers puis dans d'autres villes. Les pièces changent, mais l'atmosphère, elle, reste la même. Des lieux modestes, souvent étroits, parfois prêtés pour l'occasion. Les rideaux sont tirés, les lumières abaissées, comme si l'obscurité elle-même devenait un cadre nécessaire à ce qui va se produire. Le nombre de participants augmente. Là où il y avait autrefois quelques voisins, ils sont désormais une dizaine, parfois davantage. Des hommes, des femmes, des familles entières, chacun portant en lui une histoire qu'il ne raconte pas toujours à voix haute. Les attentes deviennent plus palpables, le silence plus dense, et Hélène ressent cette pression nouvelle. Elle n'est plus seulement une présence rassurante, elle est devenue malgré elle ce point de convergence, une promesse implicite. Les regards se posent sur elle avec une intensité différente. Certains espèrent, d'autres observent attentivement cherchant des signes, des gestes ou des indices. Elle continue pourtant de s'installer simplement. Elle ne change pas sa manière d'être. Elle ne modifie ni son apparence ni son discours. Elle s'assoit, ferme les yeux, respire. Son corps se relâche lentement comme s'il glissait vers un état familier, un espace intérieur qu'elle connaît depuis longtemps. Mais à mesure que les séances se multiplient, les transes deviennent plus profondes, plus longues, plus éprouvantes. Hélène ressort parfois tremblante, incapable de se lever immédiatement. Elle transpire, sa respiration est irrégulière, elle semble absente pendant plusieurs minutes, comme si elle avait du mal à revenir complètement. Et c'est dans ces moments-là que les manifestations se font plus visibles. La substance blanche apparaît de nouveau lentement, presque avec précaution. Elle semble émerger de la bouche de Hélène comme une matière vivante, se déployant en plis souples, parfois suspendus dans l'air. Les témoins retiennent leur souffle, certains reculent, d'autres se penchent en avant, fascinés. Dans la pénombre, les formes prennent des contours ambigus, des silhouettes, des visages, des fragments qui évoquent des mains, des profils humains. L'imagination complète ce que l'obscurité suggère, et pour beaucoup, ce n'est pas la preuve qui compte, mais l'émotion brute du moment. Hélène n'interagit pas avec ces formes, elle ne les dirige pas. Elle semble parfois inconsciente de leur présence immédiate, et lorsqu'elle reprend ses esprits, elle paraît vidée, affaiblie, souvent incapable de se souvenir précisément de ce qui s'est produit. Les séances commencent à attirer des personnes qui ne viennent plus seulement chercher du réconfort, mais des curieux, des amateurs de spiritualisme, des individus déjà familiers des cercles médiumniques, habitués aux tables tournantes, aux matérialisations, aux phénomènes dits physiques. Le regard porté sur Hélène change subtilement. Elle n'est plus seulement cette femme endeuillée qui apaise les autres, elle devient cette fois-ci une médium à manifestation, une figure que l'on compare à d'autres, que l'on classe, que l'on observe. Et avec cette visibilité nouvelle vient aussi une forme de fatigue. Les déplacements s'enchaînent, les séances se succèdent. Hélène dort mal, elle mange peu. Son corps, déjà éprouvé par les années de travail et de maternité, montre des signes d'épuisement. Henri, son mari, s'inquiète. Il l'encourage à ralentir, à refuser certaines invitations, mais refuser devient difficile. Car pour chaque séance annulée, il y a une lettre, une visite, une supplique, une mère qui insiste, un veuf qui attend depuis des mois, des familles suspendues à la possibilité d'un dernier signe. Hélène se sent responsable. Pas investie d'une mission divine, mais liée à ses attentes humaines, trop humaines qu'elle comprend intimement.
Elle continue donc, et avec elle, la rumeur continue de croître. On parle d'elle dans des cercles spiritualistes plus larges. Son nom circule dans des publications spécialisées, dans des conversations entre médiums et croyants. Certains parlent de dons rares, d'autres se montrent plus prudents, évoquant une femme sincère mais fragile, peut-être influencée par son public. Et c'est dans l'ombre de ces discussions qu'un autre regard se pose sur elle. Un regard moins bienveillant, moins patient, celui de ceux qui voient dans le spiritualisme non pas un refuge, mais un terrain de tromperie, un lieu où la douleur est exploitée, où la crédulité devient une faiblesse. Des sceptiques commencent à assister aux séances discrètement. Ils ne se présentent pas comme tels, ils observent simplement. Ils notent, ils analysent les mouvements, les silences, les conditions matérielles, la lumière, les vêtements, les poses. Hélène ressent parfois cette tension nouvelle sans pouvoir l'expliquer. Certaines séances lui semblent plus lourdes, plus difficiles à mener, comme si l'atmosphère elle-même résistait, comme si quelque chose se refermait. Et toujours après le départ des participants, lorsqu'elle se retrouve seule dans la pièce désormais silencieuse, elle perçoit ce même bruit léger, ce froissement discret, comme un tissu que l'on déplace dans l'ombre, ce son qui l'accompagne depuis l'enfance, qui ne la quitte jamais tout à fait. Mais désormais, ce bruit ne lui semble plus seulement familier, il lui paraît avertisseur. Sans le savoir, Hélène Duncan est en train de franchir une ligne invisible, celle qui sépare l'intime du public, le réconfort discret de l'exposition. Et dans ce passage, quelque chose d'irréversible s'est déjà enclenché. Le regard du monde commence à se poser sur elle. Et le monde, lorsqu'il observe, ne se contente pas de comprendre. Il juge, il mesure et parfois il détruit. Il arrive un moment où la curiosité cesse d'être innocente. Un moment où l'on ne vient plus pour ressentir mais pour vérifier, pour observer, pour comprendre ce qui, jusque-là, relevait de l'intime et du silence. Pour Hélène Duncan, ce moment s'installe lentement, presque sans bruit, à mesure que sa notoriété s'étend au-delà des cercles de croyants. Les séances attirent désormais des visages qu'elle ne reconnaît pas. Des hommes qui parlent peu, qui s'installent à distance, qui regardent davantage qu'ils ne ferment les yeux. Leur attention ne se porte pas sur l'atmosphère, ni sur les émotions partagées, mais sur les détails matériels. Les gestes de Hélène, la position de ses mains, la manière dont elle respire avant d'entrer en transe. Ces observateurs ne cherchent pas le réconfort, ils cherchent une faille. À cette époque, le spiritualisme britannique est profondément divisé. D'un côté, ceux pour qui les séances représentent une continuité naturelle de la foi, un prolongement du lien entre les vivants et les morts. De l'autre, ceux qui voient dans ces pratiques une supercherie parfois bien intentionnée, mais dangereuse, car elle exploite la souffrance humaine. Hélène devient un sujet idéal pour ce second camp. Elle n'a rien de spectaculaire dans son apparence, pas de décor extravagant, pas de discours grandiloquent. Justement, cette simplicité trouble, elle rend l'illusion, si illusion il y a, plus difficile à saisir, et c'est précisément ce qui motive les sceptiques à s'approcher davantage. Certains se présentent comme des chercheurs, d'autres comme de simples curieux. Ils demandent à assister aux séances. Hélène hésite parfois, mais elle refuse rarement. Elle ne se perçoit pas comme une fraude, elle ne pense pas avoir quelque chose à cacher, et au fond d'elle, une part espère que cette attention extérieure apportera une forme de reconnaissance ou au moins de compréhension. Les séances changent alors de nature. La tension est palpable, l'air semble plus lourd, les silences moins apaisants. Hélène a parfois du mal à atteindre cet état de relâchement profond qui caractérisait ses transes précédentes. Son corps résiste, sa respiration se fait plus courte. Elle ressent la pression des regards ouverts, des esprits critiques, des attentes contradictoires et malgré cela, les manifestations continuent. L'ectoplasme apparaît encore, mais sous ces regards nouveaux, il ne suscite plus seulement l'émerveillement ou l'émotion, il est scruté, évalué, comparé à ce que l'on a déjà vu ailleurs. Certains murmurent, d'autres prennent mentalement des notes. Et dans les cercles sceptiques, des discussions s'animent. On évoque des méthodes connues, des tissus dissimulés, des objets régurgités, des mises en scène habiles. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, plusieurs médiums ont déjà été démasqués. Les procédés sont documentés et les hypothèses prêtes à l'emploi. Hélène devient alors un cas à examiner. Bientôt, les séances attirent des individus plus déterminés encore. Parmi eux, des photographes, des hommes qui apportent avec eux des appareils encombrants, lourds, peu discrets. La photographie à cette époque est perçue comme un outil de vérité, une machine incapable de mentir, une preuve irréfutable face aux récits subjectifs. Lors de certaines séances, sans prévenir, un flash éclate. La lumière violente déchire l'obscurité.
Les participants sursautent, certains crient. Hélène elle-même réagit violemment, comme arrachée à son état intérieur. La transe se brise net et l'atmosphère se dissout instantanément. Les images capturées sont brutes, cruelles. Elles figent les formes dans un état inachevé, déformé. Là où l'obscurité suggérait des silhouettes mouvantes, la lumière révèle des matières informes, des tissus, des visages grossiers, des formes qui ressemblent moins à des esprits qu'à des constructions maladroites. Ces photographies circulent. Elles ne sont pas immédiatement rendues publiques, mais elles passent de main en main, commentées avec excitation par les sceptiques. Pour eux, c'est enfin la preuve attendue, la confirmation que ceux qui se jouent dans ces pièces sombres relèvent de la tromperie. Pour les croyants, au contraire, ces images ne prouvent rien. Ils affirment que le flash détruit le phénomène, que l'ectoplasme est fragile, que la lumière violente interrompt un processus délicat. Les photographies, selon eux, ne montrent qu'une manifestation brisée, forcée à se figer sous une agression extérieure. Hélène, prise au milieu de ces interprétations opposées, se replie sur elle-même. Elle se sent humiliée et trahie, non pas tant parce que l'on doute d'elle, mais parce que quelque chose d'intime a été violé. Les séances n'étaient pas à ses yeux des démonstrations publiques, elles étaient des espaces de vulnérabilité partagés. Et soudainement, ces espaces sont exposés, disséqués, voire moqués. Et pourtant, elle continue. Peut-être par entêtement, peut-être par nécessité, peut-être parce que trop de personnes comptent encore sur elle pour qu'elle s'arrête. Mais quelque chose s'est tout de même fissuré. Une méfiance nouvelle s'est installée. Hélène sent que le monde autour d'elle n'est plus le même. Les séances deviennent des lieux de confrontation implicite. Chaque manifestation est attendue comme une épreuve, chaque silence interprété, chaque geste suspecté. Et toujours à la fin, lorsque la pièce se vide et que la nuit reprend ses droits, Hélène perçoit ce même froissement discret, ce bruit de tissu dans l'ombre, mais désormais il n'est plus neutre, il n'est plus simplement familier, il ressemble encore plus à un signal. Comme si ce qu'elle a longtemps perçu comme une présence attentive se transformait peu à peu en avertissement, comme si quelque chose, depuis longtemps silencieux, tentait de lui dire que le chemin qu'elle emprunte devient dangereux. Hélène Duncan ne le sait pas encore, mais elle vient de franchir un seuil invisible. À partir de maintenant, elle ne sera plus seulement observée par des individus, elle va l'être par des institutions, et ces institutions n'ont ni patience, ni compassion. Lorsque les premiers sceptiques quittent le cercle intime des séances pour rejoindre des réseaux plus structurés, la situation d'Hélène change radicalement. Le doute, jusque-là diffus, presque feutré, se transforme en soupçon organisé. Il ne s'agit plus de murmures ni de commentaires discrets échangés à la sortie des réunions. Il s'agit désormais de prouver, d'exposer, de démontrer. Des organisations s'y intéressent, des groupes qui se donnent pour mission d'examiner les phénomènes psychiques à l'aide de méthodes scientifiques. Dans leur discours, il n'est pas question de croyance ou de consolation, mais de faits mesurables, de preuves, de protocoles. Leur objectif est clair, distinguer le réel de l'illusion et révéler ce qu'ils considèrent comme des impostures. Hélène devient un sujet d'étude. Des demandes officielles arrivent, des invitations à participer à des séances contrôlées. On lui promet un cadre équitable, une observation impartiale. On parle d'honnêteté intellectuelle, de transparence. Pour Hélène, ces mots résonnent de manière ambiguë. Une part d'elle espère que ces examens permettront enfin de mettre un terme aux accusations. Une autre redoute ce qu'impliquent ces environnements froids, éloignés de tout ce qui rend ces transes possibles. Et malgré ses craintes, elle accepte. Les séances expérimentales n'ont rien de commun avec celles qu'elle connaît. Elles ne se déroulent pas dans des salons feutrés ni dans des pièces familières. Elles ont lieu dans des espaces neutres, souvent impersonnels, éclairés par des lampes trop vives. Les murs sont nus, l'air est tendu, les observateurs ne ferment pas les yeux, ils scrutent. Hélène est priée de s'asseoir au centre de la pièce. On lui demande de porter des vêtements spécifiques, parfois fournis par les organisateurs eux-mêmes. Ses poches sont vérifiées, ses mouvements limités. Chaque geste est noté, chaque respiration observée. La lumière est constante, brutale. Elle ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Hélène tente de se concentrer, de retrouver cet état intérieur familier, mais son corps résiste. La transe, qui autrefois venait lentement, presque naturellement, se fait hésitante. Son souffle se coupe, ses pensées s'embrouillent, elle sent le poids des regards fixés sur elle, non pas pour ressentir, mais pour déceler la moindre anomalie. Parfois, malgré tout, quelque chose se produit, une manifestation partielle, une matière qui semble émaner brièvement avant de se rétracter. Ces interventions provoquent des réactions violentes chez Hélène. Elle sursaute, elle recule, elle tente de se protéger. Dans ces moments-là, elle ne ressemble plus à une médium en contrôle, mais à une femme paniquée, submergée par une situation qui la dépasse. Les enquêteurs interprètent ces réactions comme des signes de culpabilité.
Pour eux, la peur n'est pas celle d'un phénomène fragile interrompu, mais celle d'une supercherie sur le point d'être révélée. Ils consignent chaque détail avec une froide satisfaction. Cet épisode, largement documenté, est commenté et interprété. Pour les enquêteurs, il devient une preuve supplémentaire, la preuve qu'elle redoute l'examen, la preuve qu'elle cache quelque chose. Les rapports s'accumulent, les photographies sont publiées, les descriptions se font de plus en plus sévères. On parle de tissus dissimulés, de papier mâché, de matière enduite pour simuler une texture organique. Les manifestations sont analysées, réduites à des procédés mécaniques. Dans ses comptes rendus, Hélène n'est plus une femme endeuillée cherchant à soulager la douleur des autres. Elle devient un cas, un exemple, un symbole de ce que les enquêteurs cherchent à combattre. Pourtant, malgré ces attaques, les séances ne cessent pas. Car en dehors des cercles scientifiques et sceptiques, le monde continue de souffrir. Les familles continuent de perdre des êtres chers. Et pour beaucoup, les conclusions des enquêteurs importent peu. Ce qu'ils ont ressenti dans l'obscurité des séances ne peut être effacé par des rapports ou des photographies. Hélène se retrouve prise entre deux mondes irréconciliables. D'un côté, la science, exigeante, méthodique, inflexible. De l'autre, la douleur humaine, désordonnée, irrationnelle, mais bien réelle. Et au centre, elle, fragilisée, épuisée, incapable de satisfaire pleinement l'un ou l'autre. Les nuits deviennent plus difficiles, le sommeil est agité, les sensations qu'elle percevait autrefois comme familières se transforment. Le froissement indiscret qu'elle entendait depuis l'enfance revient plus souvent, plus lourdement, comme s'il portait désormais une tension nouvelle. Ce n'est plus une simple présence ou un signal, c'est un pressentiment. Hélène sent que quelque chose se prépare, que les regards posés sur elle ne se détourneront plus, que ce qu'elle vit ne pourra pas rester confiné aux séances et aux enquêtes privées. Le monde institutionnel qui s'intéressait à elle s'est mis en mouvement et lorsqu'il le fait, il ne s'arrête jamais à mi-chemin. À mesure que le nom de Hélène Duncan circule dans les cercles sceptiques, un autre nom finit par s'imposer. Un nom déjà redouté dans le monde du spiritisme britannique. Ce nom, c'est Harry Price. Il n'est pas un observateur discret. Il n'est pas non plus un scientifique neutre, détaché de toute émotion. C'est un homme brillant, méthodique, mais aussi profondément théâtral. Il a bâti sa réputation sur l'exposition publique des médiums qu'il considère comme frauduleux. Là où d'autres cherchent la nuance, lui cherche l'impact, la démonstration, le moment où le doute bascule en certitude aux yeux du public. Lorsqu'il s'intéresse à Hélène, ce n'est pas par hasard. Elle incarne tout ce qu'il déteste et tout ce qui l'intrigue à la fois. Une femme simple, sans mise en scène apparence, capable de susciter une croyance profonde sans discours flamboyant. Pour Harry Price, c'est précisément ce type de médium qui est le plus dangereux, parce qu'il est crédible. Il l'invite à se soumettre à une série de séances expérimentales dans son laboratoire. Il promet un cadre rigoureux, une observation équitable. Hélène hésite. Elle sait ce que ces examens impliquent, mais elle croit encore qu'une vérité honnête finira par s'imposer. Alors, elle accepte. Dès son arrivée, elle comprend que rien ne se déroulera comme lors de ses séances habituelles. Le lieu est froid, clinique, éclairé sans ménagement. Les observateurs sont nombreux, leurs regards sont fixes, tendus, presque impatients. Il n'y a ni silence bienveillant, ni attente partagée, seulement une tension sèche, presque électrique. Hélène s'assoit, on lui impose des vêtements contrôlés, on limite ses mouvements. Chaque détail est réglé à l'avance. Price observe tout, carnet en main, prêt à saisir la moindre incohérence. L'atmosphère est hostile et Hélène le ressent immédiatement. Son souffle se dérègle, sa concentration vacille. Elle tente malgré tout d'entrer en transe, de retrouver cet état intérieur qui lui permet habituellement de se détacher du monde. Mais le monde refuse de la laisser partir. Lorsque quelque chose semble apparaître, les réactions sont immédiates. Des mains se tendent, des hommes se lèvent brusquement, on tente d'attraper la substance, de l'analyser, de la saisir avant qu'elle ne disparaisse. Ces gestes brusques brisent toute possibilité de continuité. Hélène sursaute, elle tente de se protéger, elle panique. Mais à un moment précis, la situation bascule définitivement. Price fait introduire un appareil médical destiné à examiner son corps. Une machine lourde, intrusive, une promesse de vérité totale. Pour Hélène, c'est trop. La peur la submerge. Elle se lève d'un bond, suit la pièce. Elle sort dans la rue dans un état de détresse extrême. Des témoins la décrivent hurlante, désorientée, arrachant ses vêtements, incapable de reprendre le contrôle. Pour Price,
La scène est parfaite. Il la documente minutieusement. Il la raconte avec une froideur clinique parfois teintée d'ironie. Dans ses récits, Hélène n'est plus une femme fragilisée par la pression, mais une imposture mise à nu par la science. Les fragments de matière récupérés lors des séances sont analysés. On parle de papier, de tissu, de substances enduites pour simuler une texture organique. Price publie ses conclusions sans retenue. Il diffuse les photographies, il décrit les formes comme grotesques, maladroites, indignes de toute croyance sincère. Il écrit avec assurance, convaincu que l'affaire est maintenant close. Pour une grande partie de l'opinion publique, c'est ici le coup de grâce. Hélène Duncan est désormais associée à la fraude, à la manipulation, à la tromperie. Les journaux relaient les conclusions de Price avec avidité. Certains se montrent moqueurs, d'autres se veulent pédagogues, mais le ton est clair, le mystère est résolu, du moins en apparence. Car malgré la violence de cette exposition, malgré l'humiliation publique, malgré l'effondrement apparent de sa crédibilité, Hélène ne disparaît pas. Elle retourne auprès de ceux qui continuent de croire, de ceux qui ne cherchent pas des preuves mais une présence, une voix, un apaisement. Elle est brisée, fatiguée, profondément marquée par ce qu'elle a vécu, mais elle continue. Et c'est peut-être cela plus que tout qui dérange. Car si elle était une simple fraudeuse, pourquoi persister ainsi au prix de sa santé, de sa réputation, voire de sa dignité? Pourquoi revenir encore et encore vers ces salles obscures alors que la lumière publique l'a déjà condamnée? Cette question demeure comme suspendue. Hélène Duncan n'est plus seulement une médium controversée, elle devient un symbole, celui d'un affrontement irréconciliable entre deux visions du monde. Et cet affrontement, loin de s'apaiser, ne fait que s'intensifier. Cette tempête médiatique n'est qu'un prélude, car bientôt ce ne sont plus seulement des chercheurs ou des journalistes qui vont s'intéresser à elle, ce sera l'État en personne. Après les révélations, les photographies, les rapports et les articles, il ne reste plus grand-chose de l'espace flou dans lequel Hélène Duncan évoluait jusque-là. Le doute, désormais, a pris une forme précise. Il s'est figé dans l'opinion publique. Et lorsque le doute se fige, il appelle une réponse institutionnelle. Et cette réponse arrive au début des années 1930. Lors d'une séance organisée à Édimbourg, l'atmosphère est tendue dès le départ. Hélène le ressent immédiatement. Les visages sont fermés, les silences plus durs. La pièce semble chargée d'une attente différente, presque hostile. Elle s'installe pourtant comme à son habitude. Elle ferme les yeux. Elle tente de se détacher du monde extérieur. Mais cette fois, quelque chose se brise. Un mouvement soudain, une lumière allumée sans prévenir. La pénombre protectrice disparaît brutalement. Et ce que l'obscurité rendait ambigu devient, sous l'éclairage cru, impossible à ignorer. À côté d'Hélène, une forme apparaît, drapée, figée. Une silhouette qui, à la lumière, ne ressemble plus à une présence venue d'ailleurs, mais à un assemblage grossier. Un sous-vêtement façonné pour imiter un corps. Une matière trop rigide pour tromper longtemps. La réaction est immédiate. Des exclamations, des cris, de la colère, de la déception. Le fragile équilibre de la séance se dissout dans le tumulte. Quelqu'un appelle la police. Les autorités arrivent rapidement. La scène est désormais hors de contrôle. Hélène est arrêtée. L'affaire est portée devant la justice et c'est au Edinburgh Sheriff Court qu'elle comparaît. La procédure est rapide. Il ne s'agit pas de sonder les mystères de l'âme humaine ni de débattre des limites de la croyance. Le tribunal cherche une chose simple, déterminer s'il y a eu tromperie. Les éléments à charge sont concrets, tangibles. Des objets, des témoignages, des photographies. Face à eux, Hélène paraît fatiguée, presque effacée. Elle ne cherche pas à se défendre avec éclat. Elle ne plaide pas une mission sacrée. Elle semble dépassée, enfermée dans un rôle qu'elle n'a jamais pleinement revendiqué. Le verdict tombe sans surprise. Hélène Duncan est reconnue coupable de pratiques frauduleuses. Elle est condamnée à une amende de 10 livres sterling. Une somme importante pour une femme de condition modeste, mais surtout une sanction symbolique lourde de sens. La justice a parlé, officiellement. Dans les journaux, l'affaire est traitée sans nuance. Pour certains, c'est une victoire de la raison sur la superstition. Pour d'autres, une humiliation publique infligée à une femme vulnérable. Mais quelle que soit l'opinion, une chose est acquise. Le nom de Hélène Duncan est désormais associé à la fraude. Cette condamnation marque un point de non-retour. Elle n'est plus seulement une médium contestée, elle est une femme reconnue coupable par la loi. Son image est durablement entachée. Les sceptiques jubilent, les chercheurs y voient la confirmation de leurs soupçons. Les croyants, eux, sont divisés. Certains se détournent, d'autres, paradoxalement, se rapprochent encore davantage. Hélène, de son côté, ne s'effondre pas complètement.
Elle paie l'amende, elle rentre chez elle, elle reprend sa vie autant que possible. Mais quelque chose s'est définitivement fissuré. La honte s'ajoute à la fatigue. La méfiance remplace la confiance. Chaque séance désormais porte le poids de cette condamnation. Chaque regard rappelle le jugement rendu. Et pourtant, malgré tout cela, Hélène continue. Non par défi, mais par inertie. Parce que s'arrêter signifierait admettre que tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a ressenti depuis l'enfance n'était qu'un mensonge. Parce que trop de personnes continuent de venir à elle, indifférentes au verdict officiel, accrochées à ce qu'elles ont ressenti dans l'obscurité. Le monde, cependant, ne lui laisse plus de répit. Les autorités savent désormais qui elle est, où elle opère, ce qu'elle fait. Et au-dessus de cette vigilance nouvelle plane une menace plus large encore. Une menace que Hélène ne mesure pas encore pleinement, car l'Europe se dirige vers un nouveau conflit, et en temps de guerre, la croyance devient une affaire d'État. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la Grande-Bretagne entre dans un état de tension permanente. Les villes s'assombrissent sous les coupures de courant, les sirènes d'alerte rythment les nuits, les journaux sont censurés, les informations circulent au compte-gouttes, filtrées, contrôlées, calibrées pour maintenir le moral d'une population déjà éprouvée. Dans ce contexte, la mort redevient omniprésente, mais elle est désormais encadrée par le silence officiel. On ne dit pas toujours la vérité, on attend, on retient, on dissimule, parfois pendant des semaines, parfois pour toujours. Pour les familles de soldats et de marins, cette attente est insupportable. Un fils parti en mer peut disparaître sans explication, un mari engagé au front peut cesser d'écrire du jour au lendemain. L'absence d'information devient une torture lente, presque aussi cruelle que l'annonce d'un décès. C'est précisément dans ce climat que le spiritualisme connaît un regain spectaculaire, non pas par frivolité, mais par nécessité. La religion officielle parle de sacrifice, de devoir, de patrie. Mais elle ne répond pas à la question la plus intime, la plus déchirante. Est-il encore en vie ? Hélène Duncan, malgré sa condamnation passée, voit affluer vers elle un public encore plus nombreux qu'auparavant. Les sceptiques peuvent bien écrire, les tribunaux peuvent bien juger. Lorsque l'angoisse devient trop lourde, les familles cherchent n'importe quelle fissure dans le mur du silence. Les séances reprennent donc, plus discrètes encore, plus tendues. Les rideaux sont tirés avec soin. Les participants parlent à voix basse. Certains viennent en uniforme, d'autres tiennent dans leurs mains des lettres froissées, relues jusqu'à l'usure. Hélène ressent immédiatement la différence. La douleur qu'elle perçoit n'est plus seulement celle du deuil, c'est celle de l'incertitude. Une douleur suspendue, sans conclusion possible. Elle s'installe, ferme les yeux, tente de retrouver cet état intérieur qui lui permet de se détacher du monde extérieur. Et c'est au cours d'une de ces séances, à la fin de l'année 1941, qu'un événement va tout faire basculer. Quelques jours auparavant, le cuirassé HMS Barham a été torpillé en Méditerranée. L'attaque est catastrophique. Des centaines de marins meurent lorsque le navire explose et sombre rapidement. Mais pour des raisons stratégiques évidentes, l'amirauté britannique décide de garder le silence. L'information est classifiée. Les familles ne sont pas informées immédiatement. Officiellement, le navire est simplement porté disparu. Lors de la séance, alors qu'Hélène est en transe, une communication se produit. Une voix, selon les témoins, se manifeste. Elle parle d'un navire, d'une explosion, d'hommes piégés en mer. Elle affirme que le Barham a été détruit, que les marins sont morts. Pour les participants, l'effet est saisissant. Certains sont bouleversés, d'autres terrifiés. Comment une femme déjà surveillée, déjà condamnée, pourrait-elle connaître une information que l'État lui-même n'a pas rendue publique ? À ce moment précis, Hélène ne vient pas seulement de troubler des individus endeuillés, elle vient de franchir une ligne rouge. Car qu'importe, aux yeux des autorités, que cette information ait été obtenue par intuition, par rumeur, par hasard ou par pure invention. Ce qui compte, c'est le résultat. Une donnée militaire classifiée a été évoquée publiquement dans un contexte incontrôlé devant des civils. Et en temps de guerre, cela ne s'appelle pas une croyance, cela s'appelle une menace. L'information remonte rapidement. Les services de sécurité s'en saisissent. On commence à s'interroger sérieusement sur Hélène Duncan, non plus comme médium controversé, mais comme possible vecteur de fuite. Certains vont même plus loin. Ils évoquent l'espionnage, la manipulation, l'idée qu'elle pourrait être utilisée volontairement ou non pour diffuser des informations sensibles. Pour les autorités, peu importe qu'elle soit sincère ou non, peu importe qu'elle croie réellement à ses dons, ce qui compte c'est qu'elle parle, et qu'elle parle de choses qui ne doivent pas être dites. La surveillance alors se resserre. Des agents assistent à ces séances, des rapports sont rédigés, on note les noms, les phrases, les dates, chaque mot prononcé est désormais potentiellement incriminant.
Hélène sent cette pression nouvelle, sans toujours en comprendre la nature exacte. Elle ressent une lourdeur constante, une tension diffuse comme si l'air lui-même devenait hostile. Et pourtant, elle continue. Peut-être par ignorance du danger réel, peut-être par refus d'admettre que ce qu'elle fait pourrait être interprété comme un acte contre l'État, peut-être simplement parce qu'elle ne sait rien faire d'autre. Mais le monde autour d'elle a changé de registre. Ce n'est plus la science qui l'observe, ce n'est plus la presse qui la juge, c'est désormais le pouvoir. Et le pouvoir, lorsqu'il se sent menacé, n'a pas besoin de preuves absolues, il a besoin d'un exemple. Et Hélène Duncan est sur le point de devenir cet exemple. Lorsque les autorités britanniques décident d'agir contre Hélène Duncan, elles se heurtent à un problème inattendu. Malgré la surveillance, malgré les soupçons, malgré l'épisode du HMS Barham, rien ne permet de l'accuser formellement d'espionnage. Aucune preuve, aucun contact ennemi, aucun document, il n'y a rien de tangible et pourtant le malaise persiste. Hélène parle trop, elle rassemble trop de monde, elle touche à quelque chose que l'État ne contrôle pas. Dans un pays en guerre, ce simple constat suffit à faire d'elle un danger potentiel. Mais comment neutraliser une femme sans preuve de trahison, sans aveu, sans raison? La réponse ne vient pas du présent, elle vient du passé. Les autorités exhument une loi ancienne, presque oubliée, votée en 1735. Une loi conçue à une époque où l'on ne brûlait plus les sorcières, mais où l'on continuait de criminaliser ceux qui prétendaient détenir des pouvoirs surnaturels. Non pas parce qu'on croyait encore à la magie, mais parce que prétendre communiquer avec l'invisible était déjà perçu comme une tromperie dangereuse. Cette loi n'a pratiquement plus été utilisée depuis des générations. Elle appartient à un autre monde. Un monde de superstitions, de peurs archaïques, de sociétés qui cherchaient à contenir ce qu'elles ne comprenaient pas. Mais en 1944, elle devient soudainement utile. Hélène Duncan est arrêtée. Pas pour espionnage, pas pour trahison, mais pour sorcellerie. L'annonce provoque un choc, même parmi ceux qui doutent d'elle, même parmi les sceptiques. L'idée qu'une femme puisse être jugée au XXe siècle sur la base d'une loi vieille de plus de 200 ans semble absurde, presque irréelle. Et pourtant, le procès a lieu. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est lourde. Hélène semble encore plus fatiguée, amaigrie, usée par des années de pression et de suspicion. Elle ne ressemble ni à une conspiratrice, ni à une menace pour la sécurité nationale. Elle ressemble à une femme ordinaire dépassée par ce qu'on lui reproche. L'accusation ne cherche pas à prouver l'existence de pouvoirs surnaturels, bien au contraire. Elle affirme que Hélène prétend communiquer avec les morts, que cette prétention constitue une fraude, et qu'en temps de guerre, cette fraude est dangereuse, car elle peut semer la panique, diffuser de fausses informations, et donc fragiliser l'ordre public. Tout est là. On ne juge pas ce qu'elle est, on juge ce qu'elle affirme être. Les témoins se succèdent. Certains racontent les séances, les voix, les manifestations. D'autres évoquent l'épisode du Barham. Les procureurs insistent sur le caractère incontrôlable de ces rassemblements, sur le fait que des informations sensibles ont été évoquées publiquement, sur le risque même que cela représente. La défense tente de rappeler l'évidence. Hélène n'a jamais revendiqué de mission politique. Elle n'a jamais cherché à transmettre de secrets militaires. Elle n'a jamais eu accès à des informations classifiées. Tout ce qu'elle fait relève de la croyance, du réconfort, de la subjectivité. Mais le tribunal n'est pas là pour débattre de métaphysique. Il est là pour trancher et le verdict tombe. Hélène Duncan est reconnue coupable en vertu de la loi de 1735. Elle est condamnée à 9 mois de prison. Une peine lourde, sans sursis. Une peine qui ne vise pas seulement à punir, mais à faire taire. La nouvelle se répand rapidement. Dans la presse, le ton oscille entre incrédulité et satisfaction. Certains journaux parlent d'une victoire contre la superstition, d'autres soulignent l'ironie cruelle d'un pays moderne condamnant une femme pour sorcellerie. Mais pour Hélène, là, il n'y a rien d'ironiquement symbolique, il n'y a que la réalité brutale. Elle est incarcérée, derrière les murs froids d'une prison, loin des séances, loin des regards, loin même de ceux qui croyaient encore en elle. Hélène commence à décliner. Son corps, déjà fragile, supporte mal les conditions de détention, l'humidité, le froid, la solitude. Les nuits sont longues, silencieuses. Aucun murmure, aucun froissement de tissu, aucun signe ici de cette présence qui l'a accompagnée toute sa vie. Pour la première fois, elle est seule et le silence est total. Un silence qui n'a rien d'apaisant. Il est écrasant. Contre toute attente, Hélène Duncan ne meurt pas en prison. Elle est libérée après avoir purgé sa peine, mais elle ne sort pas indemne.
quelque chose en elle s'est brisé définitivement. Sa santé est compromise, son esprit épuisé. Elle tentera plus tard de reprendre les séances, mais l'étau ne se dessert jamais vraiment. Elle est surveillée, menacée, rappelée à l'ordre. L'État a parlé et son message est clair. Peu importe ce que vous croyez, peu importe ce que vous ressentez, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire, et Helen Duncan, désormais, le sait mieux que quiconque. Lorsqu'Helen Duncan sort de prison, elle n'est plus la même femme. Les mois d'enfermement ont laissé des traces visibles. Son corps est affaibli, sa respiration plus courte, son regard plus distant. Elle tente de reprendre une existence ordinaire, mais l'ordinaire ne lui est plus accessible. Le monde qu'elle retrouve n'a rien oublié. Son nom est désormais associé à un procès hors du temps, à une condamnation absurde aux yeux de certains, justifiée aux yeux d'autres. Elle n'est plus une simple médium controversée, elle est devenue un symbole embarrassant. La dernière personne en Grande-Bretagne à avoir été emprisonnée pour sorcellerie. Elle essaie pourtant de continuer, quelques séances, quelques réunions discrètes, toujours dans l'ombre, toujours avec la sensation d'être observée. Les autorités ne la quittent pas vraiment. Les avertissements sont clairs. Le moindre écart pourrait entraîner une nouvelle arrestation. Le moindre mot de trop pourrait être interprété comme une provocation. Hélène comprend que ce qu'on lui reproche n'est pas seulement ce qu'elle fait, mais ce qu'elle incarne. Une zone grise, une faille, un espace où l'État, la science et la foi ne parviennent pas à s'accorder. Alors, peu à peu, elle s'efface. Les séances se raréfient, les visiteurs deviennent moins nombreux, le monde avance. La guerre touche à sa fin, les secrets d'État perdent leur urgence. L'affaire Helen Duncan cesse d'être utile. Elle glisse lentement vers l'oubli. En 1956, Helen meurt à l'âge de 59 ans, officiellement des causes naturelles. Mais ceux qui l'ont connue évoquent un corps brisé trop tôt, une santé ruinée par des années de pression, de fatigue et d'humiliation. Sa mort ne fait pas de bruit. Aucune cérémonie nationale, aucun débat, aucun hommage officiel. Elle disparaît comme elle a vécu, dans un silence épais, presque gêné, comme si l'on préférait ne plus penser à elle. Et pourtant, son histoire ne s'éteint pas complètement. Des années plus tard, des voix s'élèvent, des historiens, des juristes, des citoyens troublés par ce qu'ils découvrent. Comment un pays moderne en pleine Seconde Guerre mondiale a-t-il pu emprisonner une femme sur la base d'une loi du XVIIIe siècle? Comment a-t-on pu confondre croyances, fraude supposée et menaces nationales? Peu à peu, l'affaire est réexaminée. La loi de 1735 est finalement abrogée. Trop tard pour Hélène, mais pas trop tard pour reconnaître l'absurdité de ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui encore, son nom divise. Pour certains, Helen Duncan reste une fraude habile, une femme ayant exploité la douleur des autres, volontairement ou non. Les preuves matérielles, les photographies, les témoignages semblent à leurs yeux suffisants. Pour d'autres, elle est une victime, non pas nécessairement parce qu'elle possédait un don réel, mais parce qu'elle a été écrasée par un système incapable de tolérer l'ambiguïté. Une femme simple, fragile, sincère dans sa croyance, broyée par des institutions plus puissantes qu'elle. Et puis, il y a une troisième lecture plus inconfortable. Celle qui refuse de trancher. Car au fond, la question n'a peut-être jamais été de savoir si Helen Duncan parlait réellement aux morts. La véritable question est ailleurs. Elle se trouve dans ce besoin humain, constant, universel, de croire que la mort n'est pas une fin absolue, que l'amour, le lien, la présence survivent à la disparition du corps. Helen Duncan a évolué exactement à cet endroit-là, à la frontière entre le chagrin et l'espoir, entre la foi et le doute, entre le silence imposé et la parole interdite. Elle n'a jamais été une menace militaire, une espionne ou une sorcière. Elle a simplement vécu dans un monde qui, à un moment précis de son histoire, ne pouvait plus supporter ce qu'elle représentait. Et peut-être ici que le véritable mystère n'est pas ce qu'elle faisait dans l'obscurité de ses pièces fermées, mais pourquoi, encore aujourd'hui, son histoire continue de nous déranger. L'histoire d'Helen Duncan ne se termine pas vraiment avec sa mort. Elle s'arrête sur le papier, dans les registres, dans les archives, mais ce qu'elle révèle, lui, continue de résonner. Car au fond, cette histoire n'a jamais été uniquement celle d'une médium. Elle n'a jamais été uniquement celle d'une fraude supposée, ni celle d'un don réel à prouver ou à réfuter. Elle est l'histoire d'une époque, confrontée à ce qu'elle ne savait plus gérer. Helen Duncan vivait dans un endroit précis, entre la douleur et l'espoir, entre la croyance intime et la peur collective,
entre le besoin humain de sens et le besoin institutionnel de contrôle. Elle n'a pas été condamnée parce qu'elle parlait aux morts, elle a été condamnée parce qu'elle parlait trop fort dans un monde qui exigeait le silence. Parce qu'en temps de guerre, l'ambiguïté devient dangereuse. Parce que lorsqu'un État ne peut ni expliquer, ni prouver, ni maîtriser, il choisit parfois et souvent de faire taire. Et pour cela, il n'a pas hésité à remonter 2 siècles en arrière, à exhumer une loi oubliée, à appeler cela justice. Alors peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si Helen Duncan mentait ou disait la vérité. Peut-être que la vraie question est bien plus inconfortable. Que dit une société lorsqu'elle emprisonne une femme, non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle représente? Que dit-elle de sa peur du doute, de son rapport à l'invisible, de sa capacité à tolérer ce qui ne rentre dans aucune case? Helen Duncan est morte discrètement. Mais son histoire, elle, reste comme une fissure dans le récit rassurant de la modernité. Un rappel que même les sociétés les plus rationnelles peuvent, lorsqu'elles tremblent, replonger dans leurs réflexes les plus archaïques. Et peut-être que le plus troublant n'est pas ce qui se passait dans l'obscurité des séances, mais ce que la lumière du pouvoir a été capable de faire lorsqu'elle a décidé qu'une femme ordinaire devait devenir un exemple. Parce qu'au final, ce n'est peut-être pas Helen Duncan qui croyait trop, mais le monde qui, à cet instant précis de l'histoire, ne supportait plus de ne pas tout contrôler.